Suna, ou la découverte de l'océan austral. Épisode 4. L'Austral, carrefour de l'océan mondial. Ici Suna. Précédemment, je découvrais que la densité de l'eau dans l'océan dépendait de sa salinité et de sa température. Mais après cette découverte, ma première plongée a tourné court. Je me retrouvais bloqué sous la surface de l'océan austral par la banquise en formation. Incapable de joindre Vidette pour lui demander conseil, je dérivais plusieurs jours dans les ténèbres. 10 jours. Ça va faire 10 jours, 240 heures que je ne suis pas remonté à la surface. 10 jours depuis que la formation de la glace a empêché ma dernière tentative d'immersion. Je suis redescendu à 1000 mètres pour dériver en toute sécurité, mais ma mission ne va pas être bien utile si je ne peux pas transmettre mes données à Vidette. Quel ennui! Voyons voir ce capteur. C'est une petite sphère attachée à côté de celui qui me sert à mesurer la pression. Ça fait des jours que j'essaie de le régler celui-là. Je crois que c'est un micro spécial pour écouter sous l'eau. Un hydrophone. Et si je bidouille la fréquence... Ah, j'entends vachement mieux maintenant. Vous croyez que cela vient de la surface ? Je vais remonter pour voir ce qui se passe. Ne bougez pas, je vous retrouve dans quelques instants. Vous êtes toujours là ? Bon, je suis à quelques mètres de la surface et je ne détecte plus aucun signe du couvert de glace. Étrange. Ou bien la banquise a fondu, ce qui m'étonnerait vu qu'on est en plein hiver, ou bien c'est moi qui ai dérivé horizontalement pour finalement arriver dans une région de l'océan austral où la glace ne peut pas se former. Le crépitement s'intensifie. Ça bastonne en haut. Je comprends mieux, il doit y avoir un sacré coup de tabac. Et le bruit que j'entends, ça doit être la pluie qui tambourine sur la surface de l'océan. Et c'est ce brouhaha qu'on entendait depuis le fond tout à l'heure. Cela veut dire que le son voyage super vite et vachement loin dans l'eau. Tiens, qu'est-ce que... Hi ! Une énorme chose vient de me bousculer. Une baleine à bosse. Elle a bien failli m'esquinter mille sabords. Va donc, M. morue. Toi-même. Toi-même. J'espère qu'elle ne va pas prévenir ses copines. Elle était seule, mais j'ai entendu dire que certains mammifères marins peuvent communiquer entre eux à des centaines de kilomètres. Ça peut leur servir à trouver un partenaire amoureux ou à donner l'alerte en cas de danger. Ça doit devenir un vrai tohu-bohu si tous les bruits de l'océan se mélangent ici-bas. Rappelez-vous, je pouvais entendre la pluie à 1000 mètres de fond. Alors si on prend les sous-marins, les marsons, les dauphins et la pluie avec son tambourin, et puis les oursins, les pingouins et l'orage et son soin. Non mais sans plaisanter, le monde sous-marin est déjà suffisamment sonore naturellement, alors si en plus on rajoute le bruit des moteurs de bateau, par exemple, voici un enregistrement des moteurs du Marion Dufresne. Ça doit effrayer bon nombre d'animaux et en plus, brouiller les communications entre certains d'entre eux. J'ai entendu dire que les mammifères fuyaient les zones très fréquentées, comme les ports maritimes. Tiens, je détecte une diminution de la salinité ici. C'est l'eau de pluie, de l'eau douce qui se dépose à la surface de l'océan. Je vais essayer de sortir l'antenne de l'eau sans me prendre la foudre. Je ne veux pas finir carbonisé. Ah ! Bon, l'orage semble s'éloigner. Bon vent. En parlant de vent, quelle rafale de vent, mes amis. Des bourrasques capables d'arracher les slips des cordes à linge et de faire un lifting nature à mémé. Qu'entends-je ? Un flotteur nippon ? Suna, tu me reçois ? Vidette ? Oh, satellite bien-aimé, est-ce bien toi que je capte ? Oui, c'est bien moi, Suna. Ah, ta voix me réchauffe les transistors. Mes communications étaient bloquées par les nuages de l'orage, mais le ciel s'est éclairci
et je passe maintenant en orbite au-dessus de ta position. Mais tu veux dire que tu ne peux pas toujours communiquer avec la Terre ? Et non, malheureusement, c'est là une de mes limites. Tout ce qui se trouve dans l'atmosphère entre la Terre et moi peut me rendre sourde et aveugle momentanément. Nuages, tempêtes de sable, particules volcaniques. Pendant ta plongée, je ne pouvais voir que des amas cotonneux au-dessus de l'océan austral. Il est temps que tu me transmettes les données que tu as mesurées. Attends un peu. Déjà, j'aimerais bien savoir où je me trouve. Et ensuite, en échange, je t'envoie les données. Tu as été mise à l'eau par le Marion Dufresne au sud de l'océan Atlantique, mais tu es maintenant au sud de l'océan Indien. Donc si je comprends bien, j'ai dépassé le continent africain. Exactement. Tu as franchi le cap de Bonne-Espérance, la pointe sud de ce continent. Tu te diriges maintenant vers le sud de l'Océanie et de l'Asie. Mais comment ai-je pu dériver autant ? C'est parce que tu es en plein dans le courant circumpolaire qui met en mouvement l'océan austral. En dérivant le long de cette route, tu vas pouvoir mesurer des données tout autour du continent antarctique. Le courant circumpolaire est un courant puissant qui circule d'ouest en est. Il se déplace à la même vitesse qu'un homme qui marche et son débit équivaut à 60 000 fois les chutes du Niagara. Waouh ! Ça fait 15 milliards de chasses d'eau par seconde. C'est pour ça que j'ai dérivé aussi loin. Quand même, 4000 km, c'est déjà une sacrée distance. À ce train-là, j'aurais fait le tour de la planète dans quasiment 1 an. Pour mon prochain anniversaire. Mais qui pousse toute cette eau ? Un gigantesque tractopelle sous-marin ? C'est le vent. Il est le moteur des courants qui sont à la surface des océans. Regarde autour de toi. Les vagues vont dans le même sens que lui. De l'ouest vers l'est. Je t'explique. Sur la Terre, le vent agite les feuilles, fait parfois ployer les arbres, mais sur l'océan, à force d'en frotter la surface, il finit par lui donner de l'élan en lui transférant son énergie. L'eau se met en mouvement petit à petit et finit par se déplacer dans le sens du vent. C'est le courant. Plus le vent est fort, plus le courant est intense et s'épaissit en profondeur. C'est bien ce que je me disais plus tôt. J'ai dérivé 10 jours lorsque je dormais à 1000 mètres de profondeur. Et tout ça à cause du vent en surface. Et il ne s'arrête jamais, le courant tire-bouchonnaire ? Circumpolaire. Circum du latin autour. Autour du pôle donc. Et non, il est sans cesse entraîné par l'anneau de vent puissant qui tourne perpétuellement autour du pôle sud. Ce sont eux que tu entends, les 50e hurlants, les vents les plus puissants de la planète Terre. On les appelle 50e car ils soufflent le long des 50 degrés de latitude. La même latitude que celle à laquelle je me trouve. D'accord, mais le vent dans tout ça, d'où est-ce qu'il vient ? Pour faire du vent, il faut 2 masses d'air avec des températures bien différentes. L'air chaud, chauffé par le soleil, monte comme une bulle en altitude et de l'air froid vient prendre sa place. Eh bien, l'air qui se déplace d'un endroit à l'autre, pouf, c'est du vent. De surcroît, plus la différence de température est importante entre 2 endroits, plus le vent sera puissant. Oh, mais tu sais quoi ? Lors de ma première plongée, j'ai découvert que les masses d'eau se déplacent aussi dans l'océan. Comme le vent, du coup. En changeant de densité, elles montent et descendent. Bien observé, jeune explorateur. Effectivement, les changements de densité entraînent un autre type de courant qui relie tous les océans de la planète. Ce sont des courants beaucoup plus lents que les courants de surface horizontaux liés au vent. Ça commence par de l'eau dense qui plonge très profondément à un endroit donné de l'océan. En tombant, elle pousse d'autres masses d'eau qui vont voyager horizontalement le long du plancher océanique sur des milliers de kilomètres. Elles se déplacent ainsi comme un train très paresseux d'un bassin océanique à un autre et finissent par remonter à la surface. Et puis, au bout d'un moment, cette même eau replonge et ainsi de suite. En empruntant cette grande autoroute des océans, une molécule d'eau fait le tour du monde en 1500 ans. Eh bien, on n'est pas sorti de la flaque. Ok, j'ai tout compris, je crois. Bon, donne-moi les données maintenant. Ok. Bien reçu. Je vais les transmettre aux ordinateurs des scientifiques. Bon, tu vas devoir te préparer à ta prochaine plongée. Il est déjà 15 heures. Déjà ? Mais c'est tout juste l'heure de mon goûter. Comment se fait-il qu'il fasse déjà nuit ?
Pendant l'hiver, plus on se rapproche des pôles, plus les nuits sont longues. En plein hiver, le soleil ne se lève même pas pendant des mois. C'est la nuit polaire. Tiens, j'ai un nouveau signal. Attends, génial! J'ai l'impression que je viens de débloquer un nouveau capteur. Bravo mon grand! C'est ton radiomètre. Il te permet de détecter la lumière. Tu as de la chance. Ce que tu vois est une aurore australe. C'est un spectacle qu'on ne peut observer que si l'on est proche des pôles. Comme c'est poétique. On dirait... Ah oui. On dirait une grosse feuille de laitue qui vient conquérir le monde. Non? C'est pas ça? Oui. C'est une manière de voir les choses, je suppose. Bon, tu devrais replonger maintenant. Ce n'est pas sûr pour toi de rester en surface. Je tâcherai d'être là lorsque tu émergeras à nouveau. Bonne nuit, Suna. Je vais compter mes boulons pour essayer de m'endormir alors. Bonne nuit, cher guide de l'espace. Un boulon, 2 boulons, 3 boulons. Oh, celui-là, il est bien chromé. 4 boulons, 5 boulons, 6 boulons. Suna, ou la découverte de l'océan austral. Si vous vous demandez toujours dans quel sens tourne le courant circumpolaire, suivez le lien en description. Un podcast original, écrit et réalisé par Marin Cornec et Théo Siandra. Générique, Marine Fourier. Une production Culture Océan.